Les cartons de déménagement trônaient dans mon salon comme des pierres tombales, chacun portant l'écriture soignée de ma fille. Cuisine, chambre, livre de maman. Je les contemplais en sirotant un café tiède dans une tasse ébréchée, la seule qui n'était pas encore emballée. Dehors, la pluie d'octobre tambourinait contre les fenêtres que j'avais nettoyées pour la dernière fois hier. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter d'où vous regardez. Maman, tu dramatises. La voix de Camille me parvenait de la cuisine, où elle emballait ma belle vaisselle dans du papier journal. À 35 ans, elle avait hérité du sens pratique de son père et de mon caractère têtu, une combinaison qui la rendait insupportablement certaine de tout. Le parc de Mobile Home. Les jardins de Provence est vraiment charmant. J'y suis passée la semaine dernière. Tu y es passée? J'ai failli éclater de rire. Camille habitait une villa de 4 chambres, en banlieue, conduisait une Mercedes et n'avait pas mis les pieds dans un logement abordable depuis ses études. Mais la voilà qui se transformait en experte des parcs résidentiels. C'est temporaire, ai-je dit, même si nous savions toutes les deux que ce n'était pas vrai. À 65 ans, avec Henri parti depuis 8 mois et l'assurance vie couvrant à peine ses frais médicaux, le temporaire était devenu permanent. La maison, notre maison, serait vendue le mois prochain. Camille s'en était assurée. Exactement. Elle apparut dans l'embrasure de la porte, les mains tachées d'encre de journal. Et franchement, maman, à quoi bon tout cet espace? Il n'y a plus que toi maintenant, plus que moi maintenant. Ces mots me frappèrent comme une gifle, comme si 37 années de mariage, de construction de cette vie avec Henri, d'organisation de dîners de Noël et d'anniversaire, et de remise de diplômes dans ses pièces, pouvaient se résumer à plus que moi maintenant. Je posai mon café et me dirigeai vers la fenêtre. L'érable qu'Henri avait planté à la naissance de Camille dominait le jardin de devant. Ses feuilles avaient maintenant la couleur du feu. Nous l'avions regardé pousser d'un arbuste pas plus haut que ma taille à cette créature magnifique qui ombrageait toute la façade de la maison. Le mois prochain, des inconnus hériteraient de sa beauté. Les acheteurs veulent finaliser avant le 15 novembre, continuait Camille, inconsciente de ma contemplation. Cela nous laisse 3 semaines pour t'installer. J'ai déjà versé un acompte sur le mobile home. Je veux dire, la résidence mobile. C'est vraiment charmant. Je me retournai pour lui faire face. Tu as versé un acompte sans me demander. Maman, son ton devint patient, comme on parlerait à un enfant confus. Nous en avons discuté. Tu ne peux pas te permettre de rester ici et tu ne peux pas vivre chez nous. Philippe et moi devons penser aux enfants. Et tu sais comme nous sommes à l'étroit. À l'étroit. Leur villa de 4 chambres avec le garage triple et la piscine creusée était à l'étroit. Mais ma peine, mon déplacement, mon besoin de famille, ces luxuries qu'on ne pouvait se permettre. J'ai ma pension, dis-je, et mes économies. L'expression de Camille se durcit. Ta pension couvre à peine l'épicerie et les frais médicaux de papa ont dévoré la majeure partie des économies. Maman, j'essaie de t'aider ici. Le parc résidentiel a un centre communautaire, des activités pour les seniors. Tu te feras des amis. Des amis? Comme si on m'envoyait en colonie de vacances, plutôt qu'en exil de la seule maison que j'avais connue en tant qu'adulte. Je passais devant elle vers la cheminée, où nos photos de famille trônaient encore en rangs ordonnés. Camille a 5 ans, édentée et souriante, le jour de son mariage radieuse en soie blanche. Les petits-enfants, Margot, maintenant 10 ans, et Julien, 8 ans, soufflant leurs bougies d'anniversaire. Et Henri et moi. Des décennies de sourires et de célébrations et de moments ordinaires qui avaient semblé infinis à l'époque. « Qu'est-ce que je fais de celle-ci » demandai-je en touchant le cadre de notre photo de mariage. « Emporte ce qui peut rentrer. » Le reste, Camille haussa les épaules. « On pourrait peut-être stocker quelques affaires dans notre garage ?» Peut-être. Tout dans ma vie était devenu peut-être. Peut-être qu'il y aurait de la place. Peut-être que ça marcherait. Peut-être que ma fille se souviendrait que j'avais sacrifié ma propre carrière d'architecte pour l'élever, d'être la mère qui assistait à chaque récital et match de football et réunion de parents. Je pris la photo de mariage,
Henri et moi paraissions incroyablement jeunes, son bras autour de ma taille, tous deux rayonnants devant un avenir que nous pensions avoir tracé. Nous nous étions rencontrés à l'université. Il étudiait le commerce, moi, l'architecture. Je venais d'être acceptée dans un cabinet prestigieux de Lyon, quand je tombais enceinte. Le timing n'est pas bon, avait dit Henri doucement. Peut-être après que le bébé soit plus grand, mais après l'arrivée de Camille, vinrent les candidatures universitaires et les drames adolescents. Et d'une manière ou d'une autre, ma carrière devint un projet pour plus tard, qui n'arriva jamais. Je pourrais trouver un emploi, dis-je soudain. J'ai encore ma licence d'architecte. Le rire de Camille fut cinglant. Maman, tu n'as pas travaillé depuis 35 ans. L'architecture est entièrement informatisée maintenant. Tu devrais apprendre des logiciels complètement nouveaux, de nouveaux codes de construction. Et honnêtement, qui va embaucher une femme de 65 ans? Ces mots piquèrent parce qu'une partie de moi craignait qu'ils soient vrais. J'avais maintenu ma licence à jour, lu les revues. Mais Camille avait raison. Le domaine s'était transformé. Pourtant, le mépris dans sa voix fit s'installer quelque chose de froid dans ma poitrine. « Je t'ai élevée, dis-je tranquillement. J'ai abandonné ma carrière pour t'élever. Et j'en suis reconnaissante, dit-elle en se retournant déjà vers la cuisine. Mais c'était ton choix, maman. Je ne t'ai rien demandé de sacrifier. Ton choix? Comme si choisir d'être une mère dévouée était un défaut de caractère, un échec personnel qui m'avait mené à ce moment d'inconvénient dans sa vie. Je restais seule dans le salon, entourée de cartons, et sentis quelque chose de fondamental changer en moi. Pendant 8 mois depuis la mort d'Henri, j'avais navigué à vue, laissant le chagrin et la confusion guider mes décisions. J'avais laissé Camille prendre le contrôle des finances, des arrangements funéraires, des réclamations d'assurance. J'avais été un fantôme dans ma propre vie, et elle avait pris toutes les décisions. Mais en l'entendant rejeter ma carrière, mes choix, ma valeur avec une telle cruauté désinvolte, je ressentis une étincelle de colère que je n'avais pas éprouvée depuis que j'étais jeune et fière, et que je croyais pouvoir dessiner des bâtiments qui toucheraient le ciel. Ce soir-là, après le départ de Camille, je m'assis au bureau d'Henri et ouvris mon ordinateur portable. La machine était ancienne selon les standards actuels, mais elle fonctionnait encore. Je consultais l'annonce des jardins de Provence et étudiais les photos. Les clichés montraient à des rangées ordonnées de maisons individuelles et doubles, la plupart avec de petits jardins et des drapeaux français. Le centre communautaire avait l'air moderne et il y avait un petit lac avec un sentier de promenade. Les prix de location étaient raisonnables, plus que je ne voulais payer, mais gérables avec ma pension et l'argent qui restait de la vente de la maison après avoir remboursé l'hypothèque. Ce qui me frappa le plus, c'est à quel point cela semblait normal. Pas le paysage dystopique que j'avais imaginé, mais un quartier ordinaire, où des gens ordinaires vivaient des vies ordinaires. Peut-être que Camille avait raison sur une chose. Peut-être que ce ne serait pas la fin du monde. Je parcours plus de photos et me retrouvais à étudier les visages des résidents dans les clichés spontanés. Une femme âgée s'occupant de plants de tomates. Un homme de mon âge, travaillant sur ce qui ressemblait à une voiture de collection. Un groupe de personnes, jouant aux cartes sur la terrasse de quelqu'un. Ils avaient l'air contents, engagés, vivants. Mon téléphone vibra avec un message de Camille. « Dis-moi si tu as besoin d'aide pour emballer demain. Le camion de déménagement vient jeudi. » Je fixai le message longtemps avant de répondre. Je m'en occupe. Mais alors que je me préparais pour la nuit, parcourant les pièces qui appartiendraient sans bientôt à des étrangers, je me fis une promesse. Camille pensait me rendre service, gérer ma vie parce que j'étais trop vieille, trop accablée par le chagrin, trop inutile pour la gérer moi-même. Elle avait pris des décisions sur mon avenir sans me consulter, parler de ma valeur comme si j'étais un problème à résoudre plutôt qu'une personne avec des décennies d'expérience et de capacité. Elle pensait me ranger quelque part en sécurité et dans l'oubli, comme stocker des vêtements d'hiver au grenier. Mais Camille avait oublié quelque chose de crucial sur sa mère. J'avais passé 40 ans à concevoir des espaces qui transformaient la vie des gens. Je comprenais le pouvoir de la réinvention, de prendre quelque chose d'ordinaire
et de le rendre extraordinaire. Je regardais une dernière fois le salon, les cartons étiquetés de son écriture soigneuse, les espaces vides où nos meubles se trouvaient autrefois. Demain, je finirai d'emballer. Jeudi, je déménagerai dans un parc de mobile home. Mais ce n'était pas la fin de mon histoire. C'était juste le début d'une nouvelle. Et Camille n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de déchaîner. Le camion de déménagement disparut dans la rue des Érables à 15h47, un jeudi, emportant 37 années de ma vie avec lui. Je restais dans l'allée de ce qui n'était plus ma maison, tenant une seule valise et mon sac à main, regardant la maison rapetissée dans le rétroviseur de la Mercedes de Camille. « Tu vas adorer, maman, je te le promets », dit Camille pour la 4e fois depuis notre départ. Ses jointures restèrent mottes blanches sur le volant. Malgré ses mots confiants, elle semblait nerveuse à propos de cette transition qu'elle avait orchestrée si efficacement. La communauté de Mobile Home, les Jardins de Provence, se situait à 37 km de la ville, après les centres commerciaux et les stations-service, après le point où les banlieues soignées cédèrent la place aux quartiers ouvriers, avec des clôtures grillagées et des voitures sur cale. La mâchoire de Camille se contracta alors que nous passions devant un salon de tatouage, à côté d'un bureau de change. « C'est un peu plus rustique que dans mes souvenirs », murmura-t-elle. Je ne répondis pas. Je regardais le paysage changer, notant le passage du monde de Camille d'épicerie bio et de studio de yoga à cette version plus âpre de la vie française. Cela me donnait l'impression de traverser une frontière vers un pays dont je ne parlais pas la langue. L'entrée des Jardins de Provence était marquée par un panneau de bois délavé et un dos d'âne qui fit rebondir la Mercedes de Camille. À l'intérieur de la communauté, les choses avaient l'air mieux que les environs. Les routes étaient pavées, les maisons bien entretenues, et il y avait de vraies fleurs plantées le long de l'allée principale. « Tu vois ?» dit Camille, sa voix s'éclaircissant de soulagement. « C'est joli. » Ma nouvelle maison occupait un terrain d'angle. Un mobile home, simple, avec un bardage beige et des finitions marron. Une petite terrasse couverte abritait 2 chaises en plastique et une table en métal. Quelqu'un, l'ancien locataire, ou peut-être Camille, avait placé un paillasson devant la porte d'entrée. Il indiquait béni en lettres délavées. « Le loyer est payé jusqu'à la fin novembre », dit Camille en m'aidant avec ma valise. « Cela te donne le temps de t'installer, de calculer ton budget. » Elle avait une clé, ce qui n'aurait pas dû me surprendre, mais le fit quand même. Une autre décision prise sans mon avis. Un autre aspect de ma vie géré par ma fille, qui savait ce qui était le mieux. À l'intérieur, le mobile home était propre, mais dépouillé. La cuisine était minuscule, une galère étroite avec des appareils de format appartement et des comptoirs en formica des années 1980. Le salon était à peine assez grand pour un canapé et une télévision. La chambre unique était correcte, avec une petite salle de bain principale attenante. « J'ai choisi quelques meubles de base », dit Camille, en désignant un sectionnel marron qui dominait le salon. « Rien de fantaisiste, mais fonctionnel. Fonctionnel comme moi. Apparemment quelque chose à gérer efficacement et à ranger là où ça ne causerait pas d'inconvénients. » Après le départ de Camille avec des promesses d'appeler bientôt et d'amener les petits-enfants en visite, je m'assis sur le canapé marron fonctionnel et inspectais mon nouveau royaume. 80 mètres carrés de logement, préfabriqués sur un terrain loué. Voilà à quoi ma vie avait été réduite. Mais alors que le soleil se couchait, à travers des fenêtres inconnues, projetant de longues ombres sur des murs inconnus, quelque chose d'inattendu se produisit. Le silence qui m'avait terrifié dans mon ancienne maison. Le silence de pièce où Henri ne prononcerait plus jamais mon nom, se sentait différent ici, moins oppressant. Ce silence ne contenait aucun souvenir, aucun écho de conversation ou de rire qui ne reviendrait jamais. C'était le silence d'une toile blanche attendant d'être remplie. Je déballais méthodiquement, plaçant mes quelques affaires avec soin. La photo de mariage alla sur les 3 rebords de fenêtre au-dessus de l'évier de cuisine. Mes livres d'architecture, ceux que Camille avait presque laissés derrière, trouvèrent place sur une étagère intégrée. Je suspendis mes vêtements dans le petit placard de la chambre et mis mes articles de toilette dans l'armoire à pharmacie. À 21h01,
J'avais fait tout ce que je pouvais faire. Le mobile home était aussi installé qu'il pouvait l'être avec si peu de possession. Je préparais du thé dans une tasse qui avait survécu au déménagement et sortis sur la terrasse avant. L'air du soir était vif, portant le parfum de fumée de bois de la cheminée de quelqu'un. Des décorations d'Halloween parsemèrent le quartier. Squelettes en plastique et citrouilles, lumières oranges accrochées aux terrasses. Des gens normaux, vivant des vies normales, rendant leurs espaces festifs et accueillants. Vous devez être la nouvelle voisine. Je me retournai pour voir une femme de mon âge s'approchant du mobile home d'à côté. Elle était grande et robuste, avec des cheveux argentés tirés en arrière, en queue de cheval pratique, et des rides de sourire autour des yeux. Elle portait un plat à casserole couvert et un sweatshirt qui disait « Grand-mère la plus correcte du monde ». « Je suis Brigitte », dit-elle en tendant sa main libre. « Brigitte Moreau. J'habite juste là. » Elle hocha la tête vers un double largeur avec une terrasse qui faisait le tour et un jardin élaboré. « J'ai pensé que vous pourriez avoir faim après une journée de déménagement. » J'acceptais le plat, sentant sa chaleur à travers la céramique. Geneviève Dubois. « Eh oui, je meurs de faim. »« Gratin de thon », dit Brigitte avec des excuses. Je sais que ce n'est pas fantaisiste, mais c'est nourrissant, et il y en a assez pour plusieurs repas. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un avait cuisiné pour moi? Camille apportait de la nourriture à emporter, occasionnellement pendant la maladie d'Henri. Mais c'était différent. De la nourriture par devoir livré, avec l'efficacité de quelqu'un cochant un élément d'une liste. Ce gratin avait été fait par quelqu'un qui comprenait que le jour de déménagement signifiait épuisement et plaçard vide, et la perspective écrasante de recommencer. « Merci », dis-je, et je le pensais. « Voulez-vous vous asseoir? Je pense qu'il y a une autre chaise quelque part par ici. » Nous trouvâmes la deuxième chaise en plastique pliée contre le mur, et l'installâmes à côté de la première. Brigitte s'installa avec un soupir. 68 ans, et je ne peux toujours pas résister à materner les gens, dit-elle. Avertissement équitable. Je suis une fouineuse. Demandez à n'importe qui. Depuis combien de temps habitez-vous ici? Demandai-je. 4 ans. J'ai déménagé après la mort de mon mari, et mes enfants ont décidé que j'avais besoin d'être gérée. Elle fit des guillemets avec ses doigts autour du mot. Ça vous dit quelque chose? J'ai failli m'étouffer avec mon thé. Étrangement familier. Il pense bien faire, dit Brigitte en regardant la rue tranquille. Mais il nous voit fades comme des problèmes à résoudre, au lieu de personnes ayant des choix à faire. Ma fille voulait me déplacer dans une de ces communautés de seniors où ils planifient toute votre journée et vous servent le dîner à 16h30. Je lui ai dit que je préférerais manger de la nourriture pour chat dans un parc de mobile home plutôt que de rendre mon indépendance à quelque directrice d'activité de 25 ans. Ma fille pense que je suis trop vieille pour travailler, dis-je, trop figée dans mes habitudes pour apprendre quoi que ce soit de nouveau. Elle a vraiment ri quand j'ai suggéré de trouver un emploi. Quel genre de travail? Je suis architecte. J'étais architecte. J'ai abandonné quand elle estonnait, mais j'ai maintenu ma licence à jour. Je lis encore les revues. Je rêve encore de bâtiments parfois. Brigitte se tourna pour m'étudier avec un nouvel intérêt. Architecte? Sans blague? Quel genre de bâtiment? Résidentiel surtout. Quelques projets commerciaux de petite taille. Je me spécialisais dans la transformation d'espaces impossibles en espaces vivables. Budget serré, terrain bizarre, défis structurels. Je fis un geste vers ma nouvelle maison. J'avais l'habitude de regarder des espaces comme celui-ci et de voir le potentiel. Et maintenant, je considérais la question. Maintenant, je vois 80 mètres carrés de logement préfabriqués sur un terrain en location. Brigitte sirota son thé pensivement. « Vous savez ce que je vois quand je regarde cet endroit? » « Quoi? Une communauté de gens qui ont été radiés par leur famille et la société, mais qui ont encore des décennies de connaissances et d'expérience et d'énergie. Un groupe de personnes à qui on a dit qu'elles étaient formes finies, mais qui ne sont pas prêtes à être finies. » Elle fit un geste vers la rue. Robert, 3 maisons plus bas,
était ingénieur en mécanique pendant 40 ans. Sylvie, de l'autre côté, dirigeait sa propre entreprise de traiteur. Michel, au bout de la rue, était maître électricien. Nous avons des enseignants, des infirmières, des mécaniciens, des propriétaires de petites entreprises, tous vivant dans des parcs de mobile home, tous vivant en dessous de leur potentiel. Brigitte corrigea. Parce que quelqu'un d'autre a décidé ce que devrait être leur potentiel. Quelque chose dans son ton me fit la regarder plus attentivement. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Directrice de lycée. 32 ans. Je pouvais diriger un établissement avec 800 adolescents et 50 membres du personnel, gérer des budgets, gérer des situations de crise, servir de médiateur entre des parents qui pensaient que leurs anges précieux ne pouvaient rien faire de mal. Elle rit. Mais apparemment, je ne peux pas être fiable pour gérer mon propre carnet de chèques ou me rappeler de prendre mes médicaments. Nous restâmes assises, en silence confortable. Deux femmes qui avaient été jugées superflues par les personnes censées les aimer le plus. Autour de nous, la communauté de mobile home s'installait dans les routines du soir. Les lumières de terrasse s'allumèrent. Les émissions de télévision scintillèrent à travers les fenêtres. Un chien aboya quelque part au loin. « Geneviève !» dit finalement Brigitte. « Puis-je vous poser quelque chose de personnel ?»« Bien sûr. Êtes-vous en colère ?» La question me prit au dépourvu. Étais-je en colère? J'avais été si concentrée sur le chagrin, sur la perte, sur les défis pratiques de recommencer, que je n'avais pas vraiment examiné l'émotion qui s'était construite dans ma poitrine depuis ce jour avec les cartons. « Oui, dis-je finalement. Oui, je pense que je le suis. »« Bien, » dit Brigitte fermement. « Vous devriez être en colère. La colère est utile. Elle vous dit quand vous avez été traité injustement. Le truc, c'est de comprendre quoi en faire. Qu'est-ce que vous avez fait de la vôtre? » Le sourire de Brigitte était coupant sur les bords. « J'ai commencé une petite révolution, mais c'est une histoire pour un autre jour. » Elle se leva et s'étira. « En ce moment, vous devez manger ce gratin et dormir un peu. Demain, si vous voulez, je vous présenterai à quelques voisins. Avertissement équitable. Ils vont vouloir entendre votre histoire. Je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup d'histoires. » La voix de Brigitte était douce, mais ferme. « Vous avez 65 ans, récemment veuve, et vous venez de survivre à être gérée et déplacée par votre propre enfant. Vous êtes architecte vivant dans un mobile home. Croyez-moi, vous avez une histoire. La question est, comment voulez-vous qu'elle se termine? » Après son départ, je restais sur la terrasse jusqu'à ce que la dernière lumière de terrasse s'éteigne. La question de Brigitte résonnait dans mon esprit. Comment voulais-je que mon histoire se termine? Pendant des mois, j'avais supposé que mon histoire était terminée. Les chapitres importants, mariage, maternité, propriété immobilière, avaient été écrits. Ce qui restait n'était qu'un épilogue de diminution tranquille. Gérer mon déclin le plus gracieusement possible. Mais assise dans ce lieu inconnu, entourée de gens qui avaient été radiés tout comme moi, je commençais à me demander si peut-être j'avais lu le mauvais livre entièrement. Peut-être que ce n'était pas la fin. Peut-être que c'était le chapitre 1. 3 semaines après avoir déménagé au Jardin de Provence, je découvris que Brigitte Moreau n'avait pas exagéré sur le fait d'être une fouineuse. Elle m'avait présenté à la moitié de la communauté et avait réussi d'une manière ou d'une autre à me convaincre d'assister à la réunion mensuelle des résidents au centre communautaire. Le bâtiment était plus grand qu'il n'apparaissait dans les photos en ligne. Un espace polyvalent avec des tables pliantes, une petite cuisine et des murs couverts d'annonces communautaires. Environ 30 résidents s'étaient rassemblés, âgés de la cinquantaine à plus de 80 ans. Et l'énergie dans la pièce était étonnamment dynamique. « Avant de commencer, » dit Robert Lemaire, l'ancien ingénieur en mécanique que Brigitte avait mentionné. « Je veux que tout le monde rencontre Geneviève Dubois. Elle est architecte, a déménagé dans la place des Martineaux il y a 3 semaines. » Un murmure d'intérêt ondula à travers la pièce. Je sentis la chaleur monter dans mes joues, alors que les visages se tournaient vers moi avec des expressions curieuses. « Quel genre d'architecture ?» demanda une femme que je ne reconnaissais pas. « Résidentielle, surtout quelques travaux commerciaux. »
Je gardais ma voix stable, malgré ma nervosité. Je me spécialisais dans la conception adaptative, prendre des espaces difficiles et les faire fonctionner pour la vraie vie des gens. Difficile comment? C'était de Michel Rousseau, le maître électricien que Brigitte avait mentionné. Je me trouvais me détendant alors que la conversation se déplaçait vers un territoire technique. Je comprenais les terrains de forme bizarres, les limitations structurelles, les budgets serrés. J'ai une fois conçu une maison sur un terrain qui ne faisait que 5,5 mètres de large. Une autre fois, j'ai converti une station-service des années 1920 en maison familiale, tout en préservant la structure originale. Pourriez-vous regarder quelque chose ici? Robert se pencha en avant avec intérêt. Nous essayons de comprendre comment agrandir le centre communautaire. Besoin de plus d'espace de réunion? Peut-être une zone d'atelier appropriée? La compagnie de gestion du parc continue de dire que c'est impossible. Trop cher. Je pourrais jeter un coup d'œil, je m'entendis dire. Juste de manière informelle, vous comprenez? J'aurais besoin de voir la structure existante, vérifier les exigences de zonage. Ce serait fantastique, dit Sylvie Girard, l'ancienne traiteur. Nous nous battons pour des améliorations depuis 2 ans. La réunion commença officiellement, couvrant les affaires de routine, les contrats de déneigement, les décorations de vacances, une plainte sur le chien de quelqu'un. Mais je me trouvais à étudier la pièce avec des yeux professionnels, notant l'aménagement maladroit, l'éclairage faible, la façon dont la circulation créait des embouteillages près de l'entrée. Après la fin de la réunion, Robert m'approcha avec un dossier plein de papiers. Ce sont tous les documents que j'ai pu obtenir de la compagnie de gestion. Plan de bâtiment, carte de zonage, dossier de maintenance. Si vous ne voyez vraiment pas d'inconvénient à regarder. J'acceptais le dossier, sentant un frisson d'excitation que je n'avais pas éprouvé depuis des mois. Je verrai ce que je peux comprendre. Ce soir-là, j'étalai les documents sur ma petite table de cuisine et me perdis dans le puzzle familier d'espace et de possibilités. Le centre communautaire avait été construit en 1987, une structure rectangulaire simple avec des commodités de base. Le terrain avait de la place pour l'expansion et le zonage permettait des bâtiments à usage communautaire jusqu'à une certaine superficie. Mais en étudiant les plans, je commençais à voir des opportunités que la compagnie de gestion avait manquées. Le bâtiment actuel était inefficacement aménagé avec de l'espace gaspillé et une mauvaise circulation. Au lieu d'ajouter « Et si nous reconfigurions l'espace existant et ajoutions une extension bien conçue qui doublerait la surface fonctionnelle tout en restant dans les limites de zonage ?» Je croquais des idées préliminaires jusqu'à plus de minuit. Ma main bougeait sur le papier, avec la mémoire musculaire qui ne s'était pas estompée, malgré 3 décennies de dormance. Quand j'allais finalement me coucher, mon esprit bourdonnait encore de possibilités. Le lendemain matin, Brigitte frappa à ma porte avec du café et de la curiosité. « Robert a dit que vous examiniez les plans du centre communautaire », dit-elle en s'installant dans une de mes chaises de terrasse en plastique. « Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant ?» Je lui montrai mes croquis, expliquant comment l'espace pouvait être reconfiguré. L'aménagement actuel gaspille environ 20% de la superficie. Si nous déplacions la cuisine vers ce mur et ouvrions cette zone, nous pourrions créer un espace de réunion beaucoup plus fonctionnel. Ensuite, si nous ajoutions une extension modeste ici, je pointais vers mon dessin. Nous pourrions ajouter un espace d'atelier et du stockage, sans dépasser les limites de zonage. Brigitte étudia les croquis avec l'intensité de quelqu'un qui comprenait les implications. Combien coûterait quelque chose comme ça? Cela dépend de beaucoup de facteurs. Combien de travail la communauté pourrait faire elle-même? Quels matériaux nous pourrions nous procurer à prix abordable, si nous pourrions obtenir de la main-d'œuvre ou des fournitures données? Je marquais une pause, réfléchissant, mais probablement une fraction de ce qu'un entrepreneur facturerait pour une nouvelle construction. Et la compagnie de gestion a dit que c'était impossible. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas se le permettre. Mais ils regardaient ça dans le mauvais sens, pensant à ajouter de l'espace au lieu d'optimiser l'espace. Ils supposaient aussi que nous devrions tout faire par des professionnels. Le sourire de Brigitte devint calculateur. « Geneviève,
Combien de personnes dans cette communauté pensez-vous qui ont une expérience liée à la construction? Au cours des jours suivants, la question de Brigitte révéla sa prescience. Michel Rousseau pouvait gérer tout le travail électrique. Robert avait des décennies d'expérience avec les systèmes mécaniques. Le défunt mari de Sylvie avait été charpentier, et elle avait encore ses outils. Un homme nommé Claude Blanc avait dirigé une petite entreprise de construction avant de prendre sa retraite. Même les résidents sans expérience de construction avaient des compétences: gestion financière, coordination de projets, opération d'équipement. « Nous pourrions vraiment faire ça », dit Robert quand je présentais des plans affinés lors d'une réunion improvisée le week-end suivant. Pas seulement l'extension du centre communautaire. Regardez autour. La moitié des maisons ici ont besoin de travaux que les gens ne peuvent pas se permettre de faire. Nous pourrions nous entraider. Une coopérative de partage de compétences, ajouta pensivement Brigitte. Les gens contribuent ce qu'ils peuvent. Travail, matériaux, expertise, et tout le monde en bénéficie. L'idée m'énergisa d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis mes 20 ans. Mais elle remua aussi quelque chose de plus sombre. Une conscience grandissante de à quel point ma propre famille avait complètement rejeté ces mêmes capacités. Cette réalisation se cristallisa le mardi suivant, quand Camille appela. « Maman, comment tu t'installes ?» Son ton était soigneusement joyeux, la voix qu'elle utilisait en parlant aux parents âgés lors des rassemblements familiaux. « Je vais bien, » dis-je. « En fait, je travaille sur un projet avec quelques voisins, une extension de centre communautaire. »« Oh, c'est sympa, comme du travail bénévole ?» Le rejet désinvolte dans sa voix fit se contracter ma mâchoire. « Non, comme du travail d'architecture. Je conçois l'addition et aide à coordonner la construction. » Une pause. « Maman, tu sais que tu dois faire attention à t'impliquer dans des choses que tu ne comprends pas. Ces gens pourraient ne profiter de ta bonne nature. Ces gens comme si mes voisins étaient qu'à des prédateurs, attendant d'exploiter la vieille dame naïve qui avait erré dans leur milieu. Camille, je suis architecte. C'est ce que je fais. Ce que tu faisais, maman. Il y a 35 ans, la construction a changé. Et honnêtement, je m'inquiète que tu prennes des responsabilités que tu ne seras peut-être pas capable de gérer. Et si quelque chose tournait mal? Et si quelqu'un se blessait? L'inquiétude dans sa voix aurait pu être touchante si elle n'avait pas été si fondamentalement insultante. Elle s'inquiétait de mes capacités, pas de mon bien-être. Je suis parfaitement capable de... Je suis sûre que tu penses l'être, mais... Maman, tu as 65 ans. Peut-être qu'il est temps de se concentrer sur des activités plus appropriées pour ton âge. Le centre communautaire a probablement un club de lecture ou quelque chose comme ça. » Après avoir raccroché, je restais assise à fixer mes croquis, avec des mains tremblantes. Des activités plus appropriées pour votre âge, comme si j'étais une bambine qu'on détournait d'objets tranchants vers des jouets sûrs et doux. Ce soir-là, je marchais jusqu'à la maison de Brigitte et frappais à sa porte. « J'ai besoin de vous demander quelque chose, » dis-je quand elle m'invita à entrer. « Cette petite révolution dont vous avez parlé avoir commencé, qu'est-ce que vous avez fait exactement ?» Le salon de Brigitte était chaleureux et encombré, rempli de photos d'enfants et de petits-enfants qui souriaient depuis les cadres, mais ne visitaient jamais. Elle versa du vin pour nous deux et s'installa dans une chaise qui avait clairement été choisie pour le confort plutôt que le style. Ma fille a décidé que j'avais besoin de déménager en résidence assistée. Elle commença, pas parce que je ne pouvais pas prendre soin de moi-même, mais parce qu'elle s'inquiétait que je sois seule. Elle a trouvé cet endroit qui coûtait 6 000 € par mois et avait des activités comme le yoga sur chaise et des tournois de bingo dirigés par des joyeuses vingtenaires qui parlaient à tous les résidents comme s'ils étaient des maternelles. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Je lui ai dit non. Elle n'arrivait pas à y croire. A commencé à parler de procuration, de mon jugement en déclin, de ce qui arriverait si je tombais et que personne ne me trouvait. Alors, je lui ai proposé un marché. Le sourire de Brigitte devint coupant, avec la satisfaction du souvenir. Je lui ai dit que je considérerais la résidence assistée si elle pouvait prouver qu'elle était plus capable de diriger une opération complexe que moi.
Je l'ai défié de reprendre le lycée où j'avais travaillé pendant 32 ans, juste pour un mois. Gérer la planification, les réunions budgétaires, les questions de discipline, les conférences parents-professeurs, les rapports de conformité de l'État, tout ce que j'avais fait jusqu'au jour où j'ai pris ma retraite. Et elle a tenu 6 jours. 6 jours avant de m'appeler en pleurant, disant qu'elle n'avait jamais réalisé à quel point mon travail était compliqué, combien de responsabilités je portais, combien de compétences cela exigeait. La voix de Brigitte portait une profonde satisfaction. Elle n'a plus jamais mentionné la résidence assistée. Je sirotais mon vin, traitant les implications. Elle a dû faire l'expérience de votre compétence avant de pouvoir la voir. Exactement. Nos enfants nous voient ça comme leurs parents d'abord. Des adultes capables en second. Parfois, il faut leur rappeler lequel compte le plus. Comment est-ce que je fais ça quand ma fille vit à 3 régions d'ici et a déjà décidé que je suis un problème qu'elle a résolu? Brigitte m'étudia longuement. Geneviève, qu'arriverait-il si votre petit projet de centre communautaire devenait quelque chose de plus grand? Quelque chose qui ne pouvait pas être rejeté comme du travail d'occupation pour personnes âgées? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, et si cette coopérative de partage de compétences fonctionnait vraiment? Si elle devenait profitable? Si les gens commençaient à faire attention? La question se logea dans mon esprit comme une graine. Au cours des jours suivants, alors que j'affinais les plans du centre communautaire et cataloguais les compétences disponibles dans notre petite communauté, je me trouvais à penser plus grand. Et si nous n'aidions pas seulement les uns les autres avec les améliorations domiciliaires? Et si nous formions vraiment une entreprise? Le parc de Mobile Home était plein de gens avec des décennies d'expertise qui avaient été forcés à la retraite anticipée ou poussés de côté par des travailleurs plus jeunes. Nous avions des connaissances en construction, de l'expérience commerciale, des compétences financières. Nous comprenions le service client parce que nous avions vécu des époques où ça signifiait vraiment quelque chose. Et si Camille avait tort surtout? Et si, au lieu d'être des problèmes à gérer, nous étions des solutions attendant d'être libérées? La possibilité fit accélérer mon pouls, avec quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'ambition. Et si Camille voulait voir de quoi sa mère était capable, j'étais sur le point de le lui montrer. En janvier, ce qui avait commencé comme une simple rénovation de centre communautaire s'était transformé en quelque chose qu'aucun de nous n'avait anticipé. La coopérative des Jardins de Provence ne faisait pas que réparer un bâtiment. Nous révolutionnions la façon dont la vie de retraite pouvait fonctionner. Cela commença quand Robert Lemaire mentionna que son neveu avait besoin de travaux sur mesure, sur un camping-car de luxe. Le gosse a acheté ce camping-car d'1 demi-million, mais l'aménagement intérieur est terrible. Il veut qu'il soit complètement reconçu. 1 demi-million. Claude Blanc siffla doucement. Pour cet argent, il vaut mieux qu'il vienne avec un majordome. J'avais croqué des modifications pour la cuisine du centre communautaire. Mais le commentaire de Robert me fit lever les yeux. Quel genre de reconception? Rénovation complète. Le fabricant construit ces choses pour des gens qui veulent avoir l'air riches, pas pour des gens qui veulent vraiment y vivre. Mon neveu a plus d'argent que de sens, mais il reconnaît le bon travail quand il le voit. Cet après-midi-là, Robert amena son neveu Antoine pour me rencontrer. Antoine était dans la quarantaine, clairement prospère, avec le genre de confiance décontractée qui venait d'avoir plus d'argent que de problèmes. Il me serra la main, avec la poigne ferme de quelqu'un qui jaugeait les gens rapidement. « Robert dit que vous êtes architecte, » dit-il. « J'ai besoin de quelqu'un qui comprend comment rendre les petits espaces vraiment vivables, pas juste jolis. » J'écoutais alors qu'il décrivait ses frustrations avec la conception du camping-car. Espace gaspillé, mauvais rangement, une cuisine qui avait l'air impressionnante, mais fonctionnait terriblement. Pendant qu'il parlait, je me trouvais mentalement en train de reconcevoir l'aménagement, voyant des solutions pour des problèmes qu'il n'avait même pas encore articulés. « Pourriez-vous y jeter un coup d'œil » demanda-t-il finalement. « Je paierai votre tarif professionnel complet. » Le camping-car était effectivement beau et complètement impratique.
Le fabricant avait donné la priorité à l'impact visuel sur la vivabilité, créant un espace qui se photographiait bien, mais n'avait aucun sens pour une utilisation réelle. Je passais 2 heures à mesurer, noter les problèmes et croquer des solutions. Le triangle de cuisine est complètement faux, expliquai-je à Antoine en lui montrant mes dessins préliminaires. Et cette salle à manger prend 20% de votre surface au sol, mais ne peut asseoir confortablement que 2 personnes. Si nous reconfigurons ce mur et déplaçons l'îlot de cuisine, nous pouvons créer un espace de cuisson fonctionnel et une zone de repas qui fonctionne vraiment pour recevoir. Ses yeux s'illuminèrent, alors que je le guidais à travers ma vision. Quand pouvez-vous commencer? J'aurais besoin de créer des plans détaillés d'abord. Et vous auriez besoin d'entrepreneurs qui comprennent ce genre de travail spécialisé. Qu'en est-il de votre coopérative? Robert dit que vous avez fait un travail incroyable sur le centre communautaire. Ce soir-là, je convoquais une réunion d'urgence de notre groupe de direction informelle. Brigitte, Robert, Michel, Claude et Sylvie. Nous nous rassemblâmes dans le salon de Brigitte, qui était devenu notre quartier général officieux. Antoine nous offre 38 000 € pour rénover son camping-car. J'annonçais la reconception et reconstruction complète de l'intérieur. La pièce tomba silencieuse. 38 000 €, c'était plus d'argent que la plupart d'entre nous ne voyaient en un an. Ce n'est pas un projet communautaire, dit lentement Michel. C'est une entreprise. Exactement, répondis-je. Et Antoine a des amis riches, qui possèdent des camping-cars chers, avec les mêmes problèmes. Claude se pencha en avant, son esprit d'entrepreneur déjà au travail. Nous pourrions le faire. Entre nous tous, nous avons toutes les compétences dont nous aurions besoin, mais nous devrions le faire correctement. Assurance, permis, contrats appropriés. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Demanda doucement Brigitte. Transformer ça en vraie entreprise. Je pensais à la voix méprisante de Camille, à me faire dire que j'étais trop vieille pour apprendre, trop dépassée pour contribuer. Je pensais à 35 ans de regarder Henri construire une entreprise prospère pendant que je gérais les horaires domestiques et les ramassages scolaires. Oui, dis-je fermement. Je veux construire quelque chose qui ne peut pas être rejeté ou diminué. Quelque chose qui prouve que nous ne sommes pas juste un groupe de vieilles personnes, jetées remplissant le temps avec des passe-temps. Au cours du mois suivant, nous formalisâmes notre structure. J'incorporais notre société comme conception et construction des Jardins de Provence SARL avec moi-même, comme architecte principal, et les autres comme associés spécialisés dans leur domaine d'expertise. Brigitte gérait notre gestion d'entreprise, avec la même efficacité qu'elle avait apportée à diriger un lycée. Robert ingéniait nos systèmes mécaniques. Michel gérait tout le travail électrique. Claude supervisait la construction. Sylvie coordonnait les horaires et les relations clients, avec la grâce qu'elle avait autrefois apportée aux traiteurs. La rénovation du camping-car d'Antoine prit 6 semaines et devint notre carte de visite. Nous avions transformé un espace beau, mais dysfonctionnel, en quelque chose qui était à la fois luxueux et vivable. Antoine était si ravi qu'il amena ses amis voir notre travail, et le bouche à oreille se répandit dans son cercle social comme un feu de forêt. « Les gens riches ont tous le même problème », observa Sylvie alors que notre liste de clients grandissait. « Ils ont assez d'argent pour acheter des jouets chers, mais pas assez de bon sens pour les rendre vraiment utiles. » Elle n'avait pas tort. Nous commençâmes à nous spécialiser dans les rénovations de camping-cars de luxe pour des clients qui avaient plus d'argent qu'ils ne savaient quoi en faire, mais qui voulaient vraiment vivre confortablement dans leur palais mobile. Mon background architectural nous permettait de résoudre des problèmes d'espace complexes, pendant que l'expertise de nos partenaires assurait un travail de qualité qui dépassait tout ce que les clients pouvaient obtenir d'entrepreneurs traditionnels. En mars, nous avions une liste d'attente de 6 mois et refusions des projets. Brigitte suggéra que nous embauchions des travailleurs supplémentaires de la communauté, des retraités soigneusement vérifiés, qui apportaient des décennies d'expérience à chaque travail. « Nous ne sommes pas juste une entreprise », dit-elle lors d'une de nos réunions hebdomadaires.
Nous prouvons que l'expérience et l'expertise ne disparaissent pas à 65 ans. La validation était enivrante, mais le succès financier était encore plus doux. Ma part de nos profits au premier trimestre dépassait ce que j'avais gagné de ma pension toute l'année précédente. Pour la première fois depuis la mort d'Henri, je me sentais financièrement sécurisée. Plus important, je me sentais professionnellement vivante à nouveau. Chaque matin apportait de nouveaux défis, des problèmes complexes qui nécessitaient des solutions créatives. Je concevais des espaces sur mesure, gérais des projets, coordonnais avec les fournisseurs et sous-traitants. J'utilisais des compétences que j'avais pensé être enterrées pour toujours et découvrais que 35 ans d'expérience de vie m'avaient rendu meilleure dans ma profession. Pas pire. En avril, un journaliste du magazine Lifestyle Camping Car de luxe appela pour m'interviewer sur notre travail. L'article, publié dans le numéro de juin, présentait une photo de moi, debout, à côté d'un de nos camping-cars rénovés, souriant avec confiance dans mes vêtements de travail et lunettes de sécurité. L'architecte Geneviève Dubois a trouvé son deuxième acte à 65 ans, commençait l'article, prouvant que les meilleures idées de design viennent d'une vie de compréhension de la façon dont les gens vivent vraiment. Camille appela 3 jours après que le magazine ait été mis en vente. « Maman, j'ai vu l'article, » dit-elle, sa voix prudente et contrôlée. « C'est impressionnant. Merci. Je n'avais aucune idée que tu dirigeais une entreprise prospère. Tu n'as jamais demandé. » Une pause. « Ensuite, maman, je veux m'excuser. Je pense que j'ai peut-être sous-estimé tes capacités. » Peut-être. Même ces excuses étaient hésitantes, bordées d'incertitude. « J'essayais de te protéger, » continua-t-elle. « Après la mort de papa, tu semblais si perdue, si dépassée. Je pensais que tu avais besoin de quelqu'un pour s'occuper des détails. J'avais besoin de temps pour faire mon deuil, dis-je. Pas de quelqu'un pour prendre le contrôle de ma vie. Je vois ça maintenant. Et je suis fière de ce que tu as accompli. Vraiment fière. » Ces mots auraient dû me sembler être une vindication. Mais au lieu de cela, ils me laissèrent étrangement vide. Pendant des mois, j'avais imaginé ce moment. Camille reconnaissant ma valeur, reconnaissant ses erreurs. Mais maintenant que cela arrivait, je réalisais que je n'avais plus besoin de sa validation. « J'ai réfléchi, » continua Camille, « à ta situation de logement. Peut-être qu'il est temps de considérer quelque chose de plus substantiel. Tu vas évidemment bien financièrement maintenant. Tu pourrais te permettre un bel appartement, peut-être même une petite maison. Et voilà. » Même ces excuses venaient avec de la gestion, avec des suggestions sur ce que je devrais faire ensuite. Comment je devrais vivre ma vie. « J'aime où je suis, » dis-je. « Mais maman, c'est un parc de mobile home. Maintenant que tu as du succès à nouveau, sûrement que tu veux quelque chose de plus approprié. » Plus approprié? Comme si ma vie actuelle était encore d'une manière ou d'une autre embarrassante, ayant encore besoin d'être réparée. « Camille, » dis-je tranquillement, « je suis exactement où je veux être. » Après avoir raccroché, je m'assis sur ma terrasse avant et regardai autour de la communauté que j'avais initialement vue comme un exil. Robert travaillait sur sa voiture de collection dans son allée. Brigitte s'occupait de son jardin, qui s'était étendu pour inclure des légumes qu'elle cultivait pour l'activité de traiteur parallèle de Sylvie. Michel aidait un résident plus récent à installer un ventilateur de plafond. Ce n'était pas un endroit où des gens jetés attendèrent de mourir. C'était un endroit où des gens expérimentés construisaient quelque chose de nouveau, quelque chose de valable, quelque chose qui ne pouvait pas être rejeté ou géré. Mon téléphone vibra avec un message d'Antoine. Je viens d'être contacté par un fabricant de camping-car majeur. Ils veulent discuter d'un partenariat. Intéressés à concevoir des aménagements de luxe pour leur gamme haut de gamme. Pourrait être révolutionnaire. Je fixais le message, mon pouce accélérant. Un partenariat avec un fabricant signifierait du travail régulier, une exposition nationale, le genre de succès qui ne pouvait pas être diminué ou expliqué. Mais cela signifierait aussi s'étendre au-delà de notre petite communauté. Peut-être perdre l'échelle intime qui rendait notre travail si satisfaisant.
Cela signifierait devenir le genre d'entreprise qui nécessitait des investisseurs, des employés, une structure corporative. Cela signifierait devenir le genre de succès que Camille voudrait gérer. Je regardais autour de mes voisins, mes partenaires, ma famille choisie. Ces gens avaient cru en mes capacités, quand ma propre fille ne le pouvait pas. Ils avaient investi leurs compétences et leur énergie dans une vision que j'avais articulée. Fait confiance à mon expertise quand je faisais à peine confiance à la mienne. Quoi qu'il arrive ensuite, je ne laisserai personne, ni Camille, ni investisseur, ni partenaire corporate, diminuer ce que nous avions construit ici. Le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Brigitte. Réunion d'urgence de la coopérative ce soir. Sylvie a une idée qui est soit brillante, soit complètement folle. Possiblement les deux. Je souris, remettant le téléphone dans ma poche. Quelle que soit l'idée de Sylvie, quelle que soit l'opportunité qu'Antoine offrait, quel que soit l'avenir qui attendait, je savais une chose avec certitude. Camille ne me gérerait plus jamais. L'idée de Sylvie s'avéra être à la fois brillante et complètement folle, ce qui était exactement ce à quoi j'aurais dû m'attendre d'une femme qui avait autrefois organisé un mariage de 500 personnes dans un gymnase de lycée, avec 2 fours et une prière. Logement mobile de luxe, annonça-t-elle à notre coopérative rassemblée ce soir-là. Pas des camping-cars dans lesquels les gens partent en vacances, de vraies maisons dans lesquelles les gens peuvent vivre à plein temps, conçues avec la même qualité et attention aux détails que nous mettons dans nos rénovations. La pièce tomba silencieuse. Claude fut le premier à parler. « Tu veux dire comme du logement préfabriqué ?»« Non, » dit fermement Sylvie. « Je veux dire comme des maisons minuscules de luxe qui se trouvent être mobiles, conçues sur mesure, construites par des architectes, avec toutes les finitions haut de gamme et les solutions d'espace intelligents que nos clients de camping-car adorent, mais dimensionnées et équipées pour un logement permanent. » Brigitte se recula dans sa chaise, son expression pensive. La crise du logement est réelle. Les jeunes professionnels ne peuvent pas se permettre d'appartements dans la plupart des villes. Les retraités sont expulsés de leur propre communauté par les prix. Et si la mobilité était la solution au lieu du problème? Je me trouvais en train de croquer pendant qu'elle parlait, mon esprit traduisant automatiquement leur vision en possibilités structurelles. Ça pourrait marcher, dis-je lentement, si nous les concevions correctement. De vraies fondations quand garées, mais prêtes au transport quand nécessaire. Appareils de taille normale, rangement approprié, espace bureau pour le travail à distance. Exactement, dit Sylvie. Et qui de mieux pour concevoir des maisons pour des gens qui recommencent que des gens qui ont recommencé eux-mêmes? Robert hocha la tête avec enthousiasme. J'ai regardé les chiffres. Les marges de profit sur les maisons sur mesure seraient incroyables comparées aux rénovations de camping-cars. Et le marché est énorme. Il n'y a rien là-dehors qui combine le vrai luxe avec la véritable accessibilité et la mobilité. Au cours du mois suivant, je me jetais dans le développement de prototypes, travaillant 18 heures par jour. Je conçus 3 modèles. Un studio parfait pour les jeunes professionnels, une chambre pour les petites familles ou les couples qui réduisaient, et une 2 chambres plus grande pour les familles qui avaient besoin d'espace mais voulaient la liberté. Les conceptions incorporaient tout ce que j'avais appris de décennies de faire fonctionner les petits espaces. Litz Murphy, qui ressemblait ça vraiment à des meubles, îlots de cuisine qui fournissaient rangement et espace repas, coin bureau intégré qui pouvait doubler comme chambre d'amis. Chaque mètre carré était optimisé, chaque détail considéré. Antoine adora le concept et accepta de financer notre premier prototype en échange de droits de partenariat exclusifs. En octobre, nous avions notre première maison modèle terminée. Un studio époustouflant de 37 mètres carrés qui semblait 2 fois sa taille réelle avec des finitions qui rivalisaient avec les appartements de luxe et un prix qui le rendait accessible aux gens gagnant des salaires médians. Le journal local fit un article, puis le journal régional le reprit. En novembre, nous recevions des appels d'avocats du logement,
de planificateurs urbains et de clients potentiels de tout le pays. C'est alors que Camille décida de me rendre visite. Elle appela un mardi matin, début décembre. « Maman, j'aimerais venir te voir ce week-end. Je veux voir cette entreprise que tu as construite. » Quelque chose dans son ton me mit en alerte. Ce n'était pas la fille contrite qui avait appelé après l'article du magazine. C'était Camille en mode gestion. « Bien sûr, dis-je, je serais heureuse de te faire visiter. » Elle arriva vendredi soir en conduisant une voiture de location parce qu'elle avait pris l'avion jusqu'à l'aéroport régional. Je regardais depuis ma terrasse avant, alors qu'elle se garait et inspectait la communauté de mobile homes avec un dégoût à peine dissimulé. Malgré tout, le succès commercial, l'attention nationale, la preuve évidente de ma compétence, elle voyait encore cet endroit comme la preuve de mes circonstances diminuées. « Bonjour, maman », dit-elle en m'embrassant avec l'affection prudente qu'elle montrerait à un parent âgé dans une maison de retraite. « Tu as l'air bien. Je vais bien. » Elle me suivit à l'intérieur, son regard cataloguant mon petit espace avec l'efficacité de quelqu'un conduisant une inspection.